suis Karine Bayeux. Je suis psychologue et psychoanalyste et je prends la parole aujourd'hui pour faire une deuxième partie à la vidéo Le diable se cache dans les détails. Pourquoi ne pas employer le terme sexualité chez l'enfant? Je vais, dans cette deuxième partie, revenir sur une notion que j'ai développée, mais pas suffisamment dans la première vidéo, et puis ajouter quelques éléments de compréhension sur cette thématique. Donc, je voudrais développer la notion d'après-coup. Ce que l'on comprend après coup, c'est pour Freud quelque chose qui a à voir avec après l'âge de la puberté, après la compréhension qu'on a de la sexualité adulte, justement. Une fois qu'on a accès au savoir adulte, alors on va revisiter les souvenirs de notre enfance à la lumière de cette nouvelle compréhension des choses de la vie. Cela suppose donc que notre cerveau a besoin d'une certaine maturation et que on ne comprend pas tout de suite les éléments qui sont en lien avec la sexualité adulte. Ça veut dire aussi que l'enfant vit les choses de manière naturelle. Bien évidemment, il est confronté aussi à des irruptions dans son quotidien d'éléments qui concernent la sexualité des adultes. Et cette irruption d'éléments, eh bien, et qu'il ne comprend pas, peut attiser sa curiosité, euh, peut lui faire avoir des comportements par imitation. Il va jouer au docteur, il va jouer à la papa et à la maman, etc. Parce qu'il se pose des questions, mais sans vraiment comprendre de quoi il en retourne. Il comprendra de quoi il en retourne qu'après la puberté, pas avant. Et c'est pourquoi Freud parle de l'effet d'après-coup dans le traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui vont se passer dans l'enfance, qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui, une fois la compréhension adulte acquise, vont prendre une valeur traumatique. Parce que l'adulte que nous sommes, pris dans les interdits, dans les codes et dans le savoir autour de la séduction aussi, et dans quelque chose d'une certaine normalité, va comprendre la différence des sexes, la différence des générations. Et va donc du coup réévaluer ses souvenirs et ses expériences en se disant, mais mince, ce que je pensais normal à ce moment-là ou ce que j'ai fait sans arrière-pensée, eh bien, en fait, c'était pas normal. Ou alors, ça pouvait prêter à confusion. Il peut donc soit se sentir coupable, soit avoir honte de certains faits, gestes ou de certains propos aussi qu'on lui a tenus. Voilà, donc c'était important pour moi de revenir un petit peu sur cette notion pour pouvoir vraiment mettre en lumière ce temps de décalage. C'est pour ça aussi, c'est ce qui me permet d'introduire le fait qu'il n'y a pas de sexualité chez l'enfant, il n'y a pas de sexualité adulte, telle que l'adulte l'entend et la comprend. L'enfant découvre une sensorialité, il découvre euh, le, le- la vie pulsionnelle, il va découvrir comment fonctionnent ses sens, il va explorer son corps, mais il va aussi être curieux de ce qu'il perçoit chez les adultes. Alors, en ce moment, il y a aussi un grand débat sur l'éducation nationale et le programme de l'éducation sexuelle à l'école. Donc en France, l'éducation nationale traite cette question à travers les compétences psychosociales. Ce seraient des compétences psychosociales à développer de façon transversale. Donc la compréhension de la sexualité de l'enfant, de l'adulte, en fait, la compréhension de la sexualité par l'enfant
je me reprends, et bien du coup, passe par le développement de compétences psychosociales, compétences à la vie, au développement de la vie relationnelle et affective. Et selon certains commentateurs, comme l'école changeait de cap, il s'agirait d'apprentissages qui rendraient possible la découverte de sa sexualité à l'enfant. Alors, ils essayent souvent d'en baliser les contours, mais ma position, dans la lignée de l'association Honeste, ne vise aucun compromis, à commencer par le fait de renoncer à employer le terme de sexualité lorsqu'on parle de la vie pulsionnelle et affective de l'enfant, mais aussi en renonçant d'en rendre possible sa découverte et son expérimentation à ou par l'école. Je vais m'expliquer sur ces points. L'adulte n'a pas à devancer l'enfant au risque d'être intrusif et de le stimuler au-delà de sa capacité à métaboliser et à endiguer psychiquement la tension énergétique créée à cette occasion. En effet, l'enfant a plus besoin d'être apaisé qu'excité. On l'a vu dans la partie 1 de la vidéo, le fait de différer la décharge de la tension pulsionnelle permet le développement des processus cognitifs. Donc, pour permettre à l'enfant de développer son intellect et sa capacité réflexive, émotionnelle, sensorimotrice, il faut l'accompagner à décharger ses tensions, à s'apaiser, non pas par une satisfaction masturbatoire, mais par des moyens qui lui permettent de développer ses processus cognitifs et sensorimoteurs, comme la manipulation des éléments, l'eau, la terre, etc., l'agilité motrice, etc. Autrement dit, il s'agit de l'aider à transformer l'excitation issue de la découverte de sa sensorialité, issue de la découverte de son corps, de ses questions autour de comment on fait les bébés, issue aussi de ce qu'il perçoit et de ce qu'il capte de la vie sexuelle des adultes. Donc, à transformer sa curiosité sensorielle en une curiosité intellectuelle et psychomotrice. Accueillir ces interrogations sans tabou a une fonction apaisante. Mais lui inculquer un savoir avant l'heure est perturbant. Il arrive d'ailleurs qu'un enfant, en confiance avec son parent, lui raconte ce que tel copain ou telle cousine lui a dit ou lui a fait d'une sexualité adulte. Et c'est bien s'il a besoin d'en parler, parce que sur l'instant, c'est un savoir dérangeant pour l'enfant, trop lourd à porter. Et donc un savoir qui peut être directement traumatisant ou potentiellement traumatique. En tout cas, qui crée un malaise, un mal-être chez l'enfant. Alors, un des premiers moyens de canaliser l'énergie pulsionnelle, c'est le langage. Le langage permet l'accès à une compréhension des choses. Et ça a un effet apaisant. Lorsque l'être humain ne comprend pas les choses, ça peut être source de stress, d'inconfort. On a toujours envie de trouver une réponse. On a besoin, ça nous apaise, de pouvoir comprendre notre entourage, notre environnement, les choses qui nous arrivent. Sans langage, c'est difficile de comprendre. Ensuite, le langage, c'est la possibilité aussi d'exprimer ses besoins et de répondre aux demandes des autres. Donc là aussi, si on n'est pas en capacité, si on n'a pas les mots pour exprimer ses besoins, on est en souffrance, on est en difficulté. On se sent mal compris, voire mal aimé, et puis on peut être sous tension, on peut être énervé parce que on a des besoins qu'on n'arrive pas à faire entendre ou à satisfaire. On est en difficulté aussi parce qu'on ne comprend pas les autres. Sans le langage, si on ne comprend pas ce que l'autre veut nous dire, on est en difficulté dans la relation avec lui. Et enfin, la troisième chose dont je veux parler, qui n'est pas des moindres, c'est que l'apprentissage de la langue passe par l'accès à des règles. D'abord des règles phonétiques, puis orthographiques, grammaticales,
Et cette structuration de la langue, eh bien, ça aide l'enfant, puis l'adulte, à structurer sa pensée et à structurer donc aussi son comportement. D'ailleurs, les exceptions aux règles permettent aussi d'accéder à la différence, à la singularité. Sans les exceptions, la norme, elle devient rigide, elle ne tolère pas ce qui lui est étranger. Donc, vous voyez le parallèle qu'on peut faire entre l'apprentissage de la grammaire et des règles de la langue avec l'apprentissage de la vie en société, en commun, euh, avec les autres. Que ce soit dans le fait de structurer notre rapport au monde, notre façon de comprendre la vie, notre façon de communiquer avec l'autre, comme le fait de pouvoir accepter la différence, accepter le fait que on peut avoir une pensée, une logique qui nous appartient, qui est différente les unes des autres, qui est tout aussi respectable. Même dans la langue, il y a des exceptions qui confirment les règles. La richesse d'une langue est pour moi déterminée par la pluralité de son vocabulaire, par la nuance des termes, par le nombre de synonymes d'un mot. Et le français a d'ailleurs été longtemps considéré comme la langue la plus riche de sens, la plus évoluée sur le plan même poétique, artistique, au niveau du développement de l'esprit critique, pour pouvoir permettre une vision plus globale de la compréhension du monde. C'est important d'avoir accès au plus de nuances possibles, ce qui nous permet aussi de comprendre l'étranger et la différence plus facilement, si on peut mettre des mots dessus. Parce que quand on apprend un mot, généralement, ça passe aussi par le corps, par le ressenti. Donc on essaye de se rapprocher d'un certain vécu, d'un certain ressenti pour pouvoir en comprendre la définition du mot. Donc ça favorise aussi l'empathie. Alors, qu'en reste-t-il de nos jours de l'apprentissage de la langue, de l'apprentissage de ce vocabulaire riche et de ces règles grammaticales? Un autre exemple, commencer par étudier les nuances des mots comme allure, prestance, style, par exemple, hein, nous permet ensuite de rester attentif aux nuances à apporter aux mots comme valeur, morale, éthique, parce que ce n'est pas du tout, enfin, il y a des nuances, ce n'est pas la même chose et pourtant on est dans une société où on voudrait rabattre, l'éthique sur la morale et en subvertissant nos valeurs. Alors, je pense que ces règles, ces exceptions aux règles, plus cette richesse du vocabulaire, eh bien, permettent de développer l'esprit critique, permettent de développer une forme d'intelligence qui sera moins docile, qui, sera, moins conditionnable quelque part par si on veut dire quoi. En tout cas moins manipulable. L'appauvrissement d'une langue n'est pas pour moi dans la réduction du sens d'un mot. Ce n'est pas parce qu'on va, hem, comment dire? Réduire le sens d'un mot en le limitant dans son acceptation qu'on va appauvrir la langue, surtout si, pour cela, on déploie le sens sur d'autres mots. C'est au contraire l'appauvrissement d'une langue, pour moi, ça a lieu dans la condensation de plusieurs sens sur un seul mot. Je vous dis un petit mot de ce qu'on appelle la condensation. La condensation, c'est justement un processus primaire. La condensation, donc, il s'agit de pouvoir porter plusieurs sens sur un même mot. Et dans le développement de notre appareil psychique, on a vu dans la vidéo 1 que l'appareil psychique doit dérouter l'énergie pour développer ses processus cognitifs. Donc les processus primaires visent une décharge la plus rapidement possible et la plus simplement possible. Alors que les processus secondaires doivent différer la décharge. C'est pas possible de trouver une satisfaction immédiate. Et on doit aussi se creuser la tête parce qu'on doit trouver des subterfuges pour pouvoir aboutir à la décharge. Et donc la condensation,
C'est un processus primaire. Et c'est un processus qui est utilisé dans le rêve et dans l'hallucination. Donc Freud le montre dans un rêve quand, par exemple, est condensé sur un élément du rêve plusieurs euh, raisons ou plusieurs étiologies, plusieurs explications du rêve. Si par exemple le t-shirt rouge du protagoniste dans le rêve peut faire à la fois référence au rouge d'un drapeau d'un pays parce que le rêveur a quelque chose à dire sur cette question. Il peut aussi refléter le sang, des menstruations par exemple, comme le rouge peut avoir à faire avec telle ou telle situation, et pas forcément avec un t-shirt. Donc dans un processus primaire, l'énergie circule librement d'une représentation à une autre. Et la décharge, comme je l'ai dit tout à l'heure, est immédiate et la contradiction est ignorée. Par contre, dans le processus secondaire, où la décharge est ajournée, où la satisfaction est différée, alors l'énergie psychique investit les représentations de manière stable. Les représentations, ce sont aussi les mots. C'est le développement de la pensée rationnelle. Les représentations sont constituées par les mots. Ce sont les pensées, les idées. Et donc, dans le processus secondaire, on passe pas d'une idée à une autre, on passe pas du coq à l'âne, on n'associe pas les choses sans qu'il y ait un motif, une raison et un ordre, surtout. Un ordre grammatical, par exemple. La contradiction et la nuance existent alors à partir de la pluralité des représentations du monde. Donc, plus nous avons de mots pour décrire le monde, plus nous pouvons avoir de nuances dans nos relations avec les autres. Je reviens alors au mot sexualité. À vouloir dissocier ce qui revient à l'adulte de ce qui revient à l'enfant, en associant ce qui revient du développement pulsionnel de l'enfant à un autre terme, n'appauvrit donc pas la langue française, bien au contraire. Et cela permet surtout de mieux organiser la pensée, d'éviter un fonctionnement en processus primaire, justement là où se situe le point de départ de l'organisation humaine. C'est important d'être au clair justement sur ces questions-là pour pouvoir vivre en société de façon structurée et respectueuse. Par contre, je m'interroge sur la volonté de ceux qui favoriseraient un tel fonctionnement. Quel est l'intérêt de condenser la sexualité de l'adulte avec la sensorialité de l'enfant lorsque l'on sait que la conséquence est déstructurante ou astructurante, c'est-à-dire que elle ne se permet pas de se structurer, quand on sait que cela pervertit le lien de l'enfant à l'adulte et crée du trauma? Je ne vais pas répondre directement à cette question, tout de suite en tout cas, mais je vous laisse vous la poser. Mais comme je ne pense pas que tous les intellectuels qui ont à un moment donné défendu l'emploi du terme sexualité pour décrire aussi ce qui se joue de la vie pulsionnelle chez l'enfant comme animés de mauvaises intentions, ou je ne les pense pas animés de mauvaises intentions, il m'apparaissait donc d'autant plus important de vous partager ici ma réflexion et mon analyse. Je vous ai dit au début de cette vidéo ne pas chercher à faire de compromis autour d'un quelconque apprentissage ou découverte de la sexualité à l'école, et je vous en ai détaillé quelques raisons. Il faut bien aussi comprendre qu'avec le fonctionnement pervers d'un système, ou d'un individu d'ailleurs, il n'y a pas de compromis possible. En effet, l'autre, au fonctionnement pervers, va proposer un agissement contre nature ou une situation intolérable et va vous laisser faire un pas de compromis vers lui pour sortir du conflit engendré et tenter de trouver un terrain d'entente mutuelle. Il semble acquiescer, mais cela est généralement de courte durée. Une fois que vous serez installé dans votre compromis, il vous laissera entendre que cela n'est pas acceptable pour lui
ou vous proposera de nouveau le même agissement contre nature ou intolérable, créant donc de nouveau du conflit. Et vous, si votre objectif est de créer une relation apaisée avec l'autre, il va vous exhorter à faire un deuxième pas de compromis vers lui, pendant que lui n'en a fait aucun, ou qu'il a reculé aussi vite qu'il avait fait mine d'avancer. Résultat, le fonctionnement pervers joue sur votre volonté de trouver des solutions empathiques, d'apaiser des conflits ou de reconnaître à chacun une existence d'alter ego pour vous faire venir jusqu'à lui, pour vous faire aller jusqu'à lui. C'est donc bien une technique de manipulation. Et je le répète, je l'avais, je crois, dit aussi lors de la première vidéo, si tout le monde se familiarise avec l'idée d'une sexualisation des relations et des enfants, il devient alors plus facile de banaliser la sexualité pédophile comme étant une simple orientation sexuelle, tout comme on tente de banaliser la transition de genre, l'identité numérique en remplacement de l'identité biologique, etc., etc. Alors, ce n'est pas la même chose, ce dont on vient de parler, que d'apprendre aux parents et aux adultes en contact avec des enfants à savoir comment répondre aux enfants, comment réagir face à un comportement relevant de l'intime et qui se réagit publiquement. Donc de savoir comment répondre ou comment réagir sans tabou, sans jugement négatif, mais en posant un cadre respectueux de l'intimité de l'enfant et de l'intimité des autres membres du groupe. Aider les parents à développer une relation de confiance avec les enfants pour que ceux-ci puissent venir parler des éventuelles effractions de la sexualité adulte dans leur quotidien et qu'ils puissent trouver un apaisement par le fait déjà de venir déposer à qui de droit ce qui ne leur appartient pas, par le sens qui y sera porté, et pour permettre aussi aux parents de soustraire l'enfant de cette effraction si besoin. Donc ceci est bien plus sain que d'apprendre aux enfants la sexualité des adultes, non? Même chose avec les adolescents. L'apprentissage de la vie sexuelle est de l'ordre de l'intime, et je pense qu'elle doit le rester. Lorsque celui qui est garant du cadre et des interdits ne respecte plus l'intime, en étalant tout sur la place publique, lorsqu'il initie et incite au lieu de maintenir le voile de la pudeur, il agit de façon contraire à ses missions et perd, selon moi, son rôle protecteur et structurant. Voilà ce que je voulais ajouter sur cette question. Pourquoi ne pas employer le terme sexualité chez l'enfant? Et j'espère que ces petits éléments dont je vous ai fait part vous permettront aussi de mieux comprendre pourquoi le diable se cache dans les détails. Merci à vous. À une prochaine fois.